Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les titres. Félix Tshisekedi séjourne à Kolwezi, au Lualaba, depuis hier. Le président de la République doit procéder ce mardi à l'ouverture de la conférence des gouverneurs. Hier, le chef de l'État a inauguré plusieurs infrastructures, parmi lesquelles la salle du congrès et la salle des spectacles. Et puis, la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces, c'est le thème qui sera développé pendant les 4 jours que les gouverneurs et les présidents de la République seront ensemble à Kolwezi. Que faudra-t-il attendre de cette conférence? Analyse, critique et commentaires, c'est tout à l'heure. Tête à tête, Fayulu Fachi, la semaine passée, cette rencontre a fait parler toutes les couches de la société, l'opposition, la majorité, la société civile, les jeunes et les médias. Martin Fayulu propose la création du camp de la patrie pour faire face à la balkanisation et contrer les agresseurs de la République. Qu'attendre de cet échange? On en parle tout de suite dans votre émission. Rien ne va plus à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Un cadre du parti, en l'occurrence Wapanga Kabasele, ancien fédéral de l'UDPS États-Unis, a été battu à mort. Il a même succombé de ses blessures. Des réactions fusent de partout. Pourquoi de tels actes au sein du parti présidentiel en ce moment critique qui traverse le pays? À qui profite ce crime? Analyse, critique et commentaires, c'est dans votre émission. Voilà l'ossature de cette émission en direct chez vous. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission. Voilà, merci mesdames, messieurs, merci fidèles téléspectateurs de l'émission Autour de l'info. Nous sommes là ce mardi 10 juin 2025 avec 3 sujets sur la table: le séjour du chef de l'État au Lualaba et la conférence des gouverneurs, la rencontre Fayulu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour quelle finalité? Et puis, mort d'homme à l'UDPS, à qui profite le crime? Voilà les 3 sujets qui vont faire l'objet de nos débats de ce jour, avec nos invités qui sont déjà présents. À ma droite, je commence avec Gauthier Mbemba. Gauthier Mbemba, qui est analyste politique. Bonjour Gauthier. Bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et je remercie aussi les collègues qui sont à côté. D'accord. Et puis, Eri Massimbo, l'habitué de l'émission, et analyste politique, anthropologue et chercheur. Bonjour Eri. Bonjour, cher Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour nous. Voilà. Et à ma gauche, c'est Dadi Saleh, professeur d'université et analyste politique et économique aussi. Alors, professeur, vous avez fait longtemps. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Vous revenez de Kindu. Est-ce que nous pouvons savoir quelque chose dans 30 secondes? Ouais, dans 30 secondes, je suis allé pour en finir un peu avec mes charges horaires à certaines universités. Ce que je fais, et bien sûr, on profite toujours pour faire des missions de la nation. Et tout va bien. Vous avez quand même visité les Wazalendo du Maniema? Je suis Muzalendo, c'est-à-dire que c'était la moindre des choses. D'accord. Voilà. Merci, professeur. D'ailleurs, je commence avec vous. Avant d'entrer dans les vifs de nos 3 sujets, voilà, voyons un peu l'affaire Mutamba. Comment vous appréhendez cette situation? Les procureurs généraux près la Cour de cassation a de nouveau saisi l'Assemblée nationale pour solliciter cette fois-ci l'autorisation de poursuite
Et puis, le ministre d'État, ministre de la Justice, a été à la barre. On l'a audité. L'instruction est en cours. Et puis, on a conclu et les procureurs sollicitent déjà une autorisation de poursuite à l'Assemblée nationale. Comment vous appréhendez cette affaire? Je pense que j'aimerais prendre ça plus globalement, parce que si les séries avec lesquelles la justice semble prendre les dossiers, c'est faisait depuis longtemps, et je pense qu'au moins 90% des membres du gouvernement et des gens qui se sont enrichis illicitement en République démocratique du Congo seraient inquiétés. Ce qui fait qu'effectivement, si ce n'est pas de l'acharnement, et que si la justice fait son travail, nous ne devons qu'applaudir, et nous voyons l'excellence Mutamba est supposée jusqu'à preuve du contraire être innocent. Donc nous laissons la justice faire son travail et voir ce qui va se passer. Mais si je pense effectivement, je suis sérieux, si la justice faisait son travail comme on sent être en train de la faire maintenant, 80 à 90% des membres du gouvernement, je précise, et actuels, et d'il y a 5 ans, et il y a 10 ans, seraient en prison. Donc nous pensons que c'est possible que les gens puissent répondre de leurs crimes quand il y a crime. Apparemment, nous venons d'apprendre que même le président de la République peut être arrêté. C'est tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Comment vous aussi, je viens d'apprendre. Non, mais vous ne pouvez pas annoncer. Je viens d'apprendre que le président de la Cour, n'est-ce pas, constitutionnelle, apparemment aurait les pouvoirs. Nous sommes à la télé. Non, mais ça c'est la mission confiée à la Cour constitutionnelle. C'est les juges naturels et du président de la République. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis content? Et du premier ministre. Exactement, je suis très content. C'est les juges naturels. Je suis très content, c'est-à-dire effectivement que je commence, et ce que j'ai dit depuis très longtemps, la justice devra faire son travail. Il n'y a pas de surhomme en République démocratique du Congo. Donc si la première ministre est en erreur, elle peut être arrêtée. Si le président est en erreur, peut être arrêté. Alors nous devons bien l'apprendre et bien les comprendre. Oui, d'accord. D'accord, c'est compris. C'est compris. Alors, Eri Massimbo, vous, comment vous analysez cette affaire Mutamba? L'affaire Mutamba, vous savez, comme le prof Dadis a dit, c'est que tout le monde qui est reproché par la loi ou la justice doit répondre de ses actes. Et aucun Congolais ne peut être épargné de ses actes criminels ou pénals, si tel est le cas, si la loi l'établit. Donc, ce qui nous tique un peu, c'est la vitesse à laquelle va l'affaire Mutamba. Vous voyez, au même moment qu'on avait, le procureur avait introduit les réquisitoires, si je ne m'abuse pas, à l'Assemblée nationale, les rapporteurs l'avaient lu. 24 heures après, c'était celui de Nicolas Kazadi. Mais où en est-on avec celui de Nicolas Kazadi? Jusque-là, l'Assemblée n'a pas encore autorisé les poursuites. Bon, la commission a été mise en place. A été mise en place. Mais pourquoi tous ces retards? Si on voit à la vitesse à laquelle l'affaire Mutamba était allée, et qu'on analyse, on fait un peu une étude comparative par rapport à celui de Nicolas Kazadi, mais il n'y a pas photo. Vous voyez, donc nous disons seulement que à notre Assemblée nationale et à notre justice, il faudrait faire du travail, il faudrait le faire pas par rapport à la tendance ou à une justice émotionnelle, mais à une justice vraie et juste. Et la justice élève une nation, comme on l'a dit. D'accord. Alors, Bemba, comment l'émission passée, tu as parlé. Alors, comment tu juges cette affaire Mutamba, Nzonde, Assemblée nationale? Laissez-moi d'abord, avant d'en parler un peu, je voulais un peu recadrer d'abord le prof, parce que ici nous parlons d'abord du dossier Mutamba en 30 secondes, mais il n'est plus question
du dossier président de la République. Non, il n'y a pas de dossier président. Donc, il n'y a pas de dossier, on a corrigé. Il faut bien éclairer. Allez-y, parce qu'il n'y a pas un problème avec la Cour constitutionnelle. Et puis, plutôt 30 secondes. S'agissant de ces dossiers ici, les dossiers dans la phase de l'instruction de la justice, et alors, mais ce que nous sommes en train de constater, il y a la politique de déploiement des mesures au moins. Et là, par là, j'avais insisté la fois passée ici, où serait parti maintenant Matata Pone en ce moment où nous sommes ici. Parce que quand on voit les dossiers Matata Pone, c'est-à-dire lorsqu'on avait la Cour constitutionnelle avait instruit l'Assemblée nationale, mais malheureusement, jusqu'à présent, l'Assemblée nationale a contredit et nous avions constaté que l'avis de Moutamba et l'avis de Matata Pone vaut plus que l'avis de Moutamba. Et donc, la politique de dépôt de mesures à l'Assemblée nationale vraiment nous inquiète, nous, les jeunes Congolais. Et alors, nous allons maintenant interpeller la conscience du président de la République en ce moment où nous sommes. Vous voyez que la fois passée, nous étions dans des distractions ici, des changements de la Constitution de la République. Et puis, en ce moment-là, Goma Serré, les assaillants étaient en possession d'envoyer... Nous sommes sur les dossiers. Voilà. Exemple, j'ai pris un exemple typique. Mais tu n'as que 30 secondes, oui, c'est voilà. Juste une réaction lapidaire. Nous ne pouvons pas être distraits en ce moment ici. Et moi, je pense que le président de la République doit intervenir parce que l'État est difficile. Doit se mixer dans la justice. Exactement. C'est qu'il refuse toujours. Non, je ne dis pas il dit qu'il ne veut pas se mixer dans la justice. Mais il y a la politique. Tu veux que le président se mixe dans la justice. Mais pourquoi ici, on venait de parler ici, les problèmes des profs, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Razadi, qui aujourd'hui ça demeure sans suite, et aussi et là toi monsieur Herry a vu qu'il y a un peu de différence dans la vitesse des choses. Il n'a pas dit qu'il y a le président de la République qui doit s'y mixer. Oui, Matata Pone alors. D'accord. Alors, Marie-Claire Motanda vient de nous rejoindre. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Charles. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous suivez l'actualité, c'est cette affaire Moutamba qui fait le tour des réseaux. Le procureur a déposé le deuxième réquisitoire sollicitant cette fois-ci l'autorisation de poursuite. Et comment vous appréhendez cette affaire? Il fait son travail. Mais je vais rejoindre ce qui m'ont précédé. Quand on fait un travail de justice, il faut être juste. Et il faut savoir aussi prioriser. Je crois qu'on a levé les immunités de l'ancien président, le sénateur Joseph Kabila, et on n'en parle plus au niveau de nos institutions qui nous représentent. Ça, c'est la priorité parce que jusqu'aujourd'hui, on continue à tuer à l'est de notre République. Donc, pour moi, je pense que je verserai la justice en termes de priorisation aussi. C'est vrai que Moutamba, on a vu, d'après ce qu'il a cité, il y a eu beaucoup de supposer des erreurs, quand même il faut reconnaître des prises de risques énormes dans la gestion financière, mais ces fonds ne sont pas encore sortis de la banque où ils sont saisis par le Sénat. Donc moi je pense qu'il n'y a pas vraiment priorité. Et pour rejoindre notre frère qui a dit, bon, il y a ceux qui ont des fonds qui eux sont disparus carrément, les fonds de lampadaires, les fonds autres, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis. Et il y a des gens qui sont supposés, qui ont été même, d'après lui, il a aussi donné à l'Assemblée de lui donner, donc de traiter ces dossiers. Il faudra qu'on voie aussi le même zèle. Le même zèle, le même acharnement, parce que pour tous les cas. Pour tous les cas, visible que on s'acharne sur cette personne et ça ne lui rend pas de justice. Ça ne rend pas justice. Nous qui observons, nous sommes interpellés par cette façon de travailler. D'accord, merci. Voilà, c'était juste l'actualité. On voulait quand même qu'on sache, parce que c'est une affaire qui concerne la nation, c'est la justice qui est en péril et donc il faut en parler. Nous revenons sur les sujets. Le chef de l'État au Lualaba et la conférence des gouverneurs
Et puis, j'avais prévu qu'après l'affaire Mutanda, qu'on fasse quand même un tour à l'Est pour savoir ce qui se passe exactement aujourd'hui. Et bon, on y reviendra même le jeudi. Mais pour aujourd'hui, le président de la République est à Kolwezi depuis hier. Et là, nous avons vu comment il a été accueilli. Nous avons vu déjà qu'il était, une fois arrivé, il était déjà au service. Il a inauguré des bâtiments. Et donc, tous les gouverneurs sont au Lualaba, à Kolwezi, pour la 12e conférence. Que pouvons-nous attendre de ces assises de haute facture, le président de la République qui discute avec ses représentants pour parler situation du pays, sécurité, santé, économie, voir comment équilibrer la vie entre les villes et les provinces. Donc, professeur Dadi Saleh, je commence avec vous. Oui. Comment vous analysez cette conférence, cette 12e conférence? Nous savons que la 11e conférence, il y avait des recommandations qui ont été faites. Allez-y, professeur. Oui. Et je pense que à toutes les conférences depuis plus ou moins 3, 4, 5 ans, même plus, j'ai dit presque la même chose. On félicite d'abord les avancées, il y aura des gouverneurs qui auront fait ceci, le chef de l'État va inaugurer l'aéroport, etc. Et beaucoup d'infrastructures, surtout que c'est le Lualaba, avec Kolwezi parmi les plus grands poumons pour l'instant économique, surtout par rapport à l'aspect minier de la République démocratique du Congo. C'est une province à elle seule, sauf si je m'abuse, qui nage avec des budgets en termes de milliards. Sauf si je m'abuse, plus ou moins 4 à 5 milliards en termes de budget uniquement pour cette province-là. À noter qu'on a eu quelques années un budget de moins de 4 milliards à 5 milliards de dollars. Donc quand vous avez une province quand même qui gère un tel budget, on peut comprendre son importance dans l'échiquier. Mais ce qui m'intéresse un peu plus ici, c'est malheureusement ce qui, j'espère, devait se faire, qui ne va pas se faire. Je pense que le président de la République, nonobstant inaugurer, c'est la chose la plus facile, simple, quand on inaugure et ça passe. Il n'y a pas de problème, on félicite un peu la construction des infrastructures. Mais j'ai pensé que la réunion des gouverneurs, les gouverneurs qui sont les représentants du chef de l'État pour toutes les provinces, on en a 26, et même pour les Nord Kivu, Sud Kivu qui sont représentés, parce qu'il faut dire à tout le monde que les Nord Kivu et les Sud Kivu restent des provinces de la République démocratique du Congo, et nos gouverneurs sont là, sauf si je m'abuse. C'est-à-dire exactement que je pense que la vraie question qui devait être sur table, c'est, écoutez, est-ce qu'on peut être tous des Wazalendo? C'est-à-dire, effectivement, parce qu'on aime la patrie, est-ce qu'on peut se battre? Et qu'effectivement, chaque gouverneur devait faire des stratégies et voir un peu comment se mobiliser pour y arriver. Pourquoi c'est très important ce point-là? Nonobstant le fait d'encourager, comme je l'ai dit, ça n'interdit pas qu'on puisse inaugurer et féliciter tout ce qui s'est passé. Mais ça me semble être anodin. Je vous donne un cas, pas plus tard qu'hier, à Walika, les Wazalendo ont été légèrement repoussés, n'est-ce pas, à un endroit, et nous avons parmi les plus grandes usines de ce côté-là, qui a été totalement pillé par les Rwandais. C'est une information, c'est pas des ondits, c'est clair. Donc effectivement, le fait que les Wazalendo se soient retirés, je ne parle pas de FARDC, même si j'encourage le FARDC, les Wazalendo se sont retirés et la République démocratique du Congo vient de perdre une des grandes usines de café, si je ne me trompe pas, qui a été démantelée et emportée pratiquement au Rwanda. Ce sont des faits. C'est-à-dire quoi? Si nous ne comprenons pas la priorité des choses, ça va, nous allons tout raconter et toutes les inaugurations de Lualaba, eh ben, si je ne les souhaite pas, je me bats pour que ça n'arrive pas. Mais j'alerte, ça va. Toutes les inaugurations de Lualaba risquent de passer dans des mains des Rwandais d'ici peu. Et on est en train d'inaugurer. Il n'y a pas de problème pour inaugurer. Je précise, toutes les inaugurations de Lualaba d'ici peu, si on ne tire pas attention, risqueraient de passer dans des mains des Rwandais. Ce qui fait que pour moi, nous devons être mobilisés au diapason, au
plus haut niveau. On ne peut pas se distraire par des inaugurations. Pour moi, c'est une sorte de l'incompréhension de la priorité des priorités. La santé, oui, on est d'accord avec la santé, mais on va faire la santé où? Donc, quand vous dites comme ça, vous êtes sûr que les Ouazalendou vont désarmer? Non, absolument pas. Non, ne vous en faites pas. Les Ouazalendou ne vont jamais désarmer. Alors, on peut vous le préciser et confirmer. Jamais désarmer. Parce qu'aujourd'hui, les Ouazalendou auront le soutien de toute la population congolaise. Oui, curieusement. Alors, lorsque vous dites attention, tout ça, et puis c'est comme si vous nous découragez encore à ne pas appuyer les Ouazalendou, comme s'ils vont désarmer. Non, je fais l'inverse. Je dis ceci. Ouais. Et je suis désolé de le dire encore une fois. Les Ouazalendou font un très grand travail sur terrain. Et tout le monde le sait, le président de la République le sait. Mais les Ouazalendou ne sont pas soutenus comme il le faut. En termes d'armes, de munitions, à manger, etc. Et tout le monde le sait, le général de la RAD le sait, tous les rapports nous les faisons à la présidence et à qui veut. Nous les faisons. Et nous venons du terrain, c'est la même chose. Nous n'allons jamais désarmer parce que nous ne nous battons pas pour un individu. Nous nous battons pour la terre de nos ancêtres. C'est ça la différence. Que quand quelqu'un pense que les Ouazalendou peuvent désarmer à cause des AB, non, il y aura aucune bonne raison ni mauvaise raison pour que nous puissions désarmer. Soyez sûrs. Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement pour permettre aux Ouazalendou d'être sur les qui-vive, d'affronter, d'avoir la force d'affronter les agresseurs? Nous devons tous être des Ouazalendou, c'est-à-dire cessons de nous distraire avec des projets ABCD, faisant un budget de guerre comme vous avez un budget rectificatif qui vient de se faire. Ça va, mais c'est quoi? Ça n'a pas considéré tout ce que j'ai dit. Donc on fait un budget rectificatif où on prend en compte 50 à 60%, c'est les soutiens aux Ouazalendou et aux FARDC. Un point est trait. La mobilisation générale, c'est-à-dire que vous avez recruté combien? Nous avons formé combien? Excellence, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous avez fait en termes de défense pour votre province avec le Ouazalendou et avec le FARDC? Ça doit être la question à la une, comme au Japon, comme au Vietnam, comme aux États-Unis, comme ça s'est fait en Russie. Tout le monde se mobilise au zénith. Donc les autres questions deviennent des questions secondaires. Mais ici, je pense effectivement, il ne s'agit pas de secret. Il n'y a plus de secret. Quels sont les... non, on fait sans... Il n'y a pas à faire des choses en secret. Parce qu'effectivement, la mobilisation générale, comme on dit, Bendele Ekoyate. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Bendele Ekoyate, mais Ekoyate Nini. Merci, professeur, merci. Et donc, le thème qui est là, on va y revenir. On demande au président d'échanger ce thème-là. Parce que la réunion est en train de se passer, qu'il change ce thème. D'accord. Alors... Eri Massimbo, vous avez suivi professeur Dadi Saleh, et puis qu'est-ce que vous pensez de cette conférence des gouverneurs qui se passe en ce moment au niveau de Kolwezi? Eh bien, vous savez, c'est une recommandation constitutionnelle dans l'article 200 de la Constitution. La conférence de gouverneurs, c'est juste une réunion de travail où le président de la République s'est réuni avec quelques membres du gouvernement qui jugent important de pouvoir les réunir, et avec les gouverneurs et aussi les présidents des différentes assemblées provinciales. Donc c'est pour juste évaluer les politiques nationales de la République qui ont été promises et celles qui ont été mises en place, comment que ça évolue, et faire un tableau par rapport aux avancées et à ce qui n'avance pas, mais pourquoi ça n'avance pas. Voilà un peu ce qui constitue cette réunion de travail entre le gouverneur et le président des assemblées provinciales et aussi le gouverneur des différentes provinces qui se trouvent ces jours dans la province du Lualaba. Donc je crois que le gouverneur, les différents gouverneurs, c'est aussi une opportunité pour eux de pouvoir partager les expériences, selon tel a réalisé tel autre projet dans telle autre province, comment est-ce qu'il a eu à mobiliser les moyens pour pouvoir les réaliser, et certaines avancées dans d'autres provinces phares doivent interpeller aussi certains gouverneurs. Je crois que ce n'est pas pour rien que la province de Mimi Masuka a été choisie. Fifi Masuka, voilà. Pourquoi? Parce que nous voyons ce que cette dame est en train de réaliser dans sa province, donc en termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures routières et en termes d'infrastructures administratives que compte aujourd'hui la province de Lualaba. Donc nous félicitons la gouverneure Fifi Masuka et aussi
d'autres gouverneurs qui sont dans cette province doivent voir pour que cela puisse les interpeller. De même aussi, nos dirigeants, quand ils voyagent pour aller dans d'autres pays, ce qu'ils voient là-bas doit aussi les interpeller et voir comment pouvoir l'implémenter dans notre pays. Mais nonobstant cela, je pense fermement que cette réunion de travail doit aussi être une occasion pour toute la nation de pouvoir voir dans la mesure du possible comment peaufiner les stratégies en commun accord pour pouvoir faire un assaut pour récupérer les provinces qui sont ces jours sous occupation des envahisseurs. Parce qu'on peut beau parler de la santé, on peut beau parler de développement, mais quand il y a le bruit des armes, quand il y a le bruit des bottes, vous ne pouvez pas faire du développement et vous ne pouvez pas non plus accéder à la santé. Nous avons vécu les cas de Goma et de Bukavu où il y avait crise, même dans les hôpitaux, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de médicaments pour administrer des soins de première nécessité. Et même les malades ont été emportés. Voilà. Donc, les autres gouverneurs, surtout les gouverneurs dont les provinces sont ces jours menacées par les envahisseurs, je crois fermement que cette réunion doit prioriser plus l'aspect sécuritaire plutôt que l'aspect développement et machin, tout ça. Donc, comme le professeur l'a dit, aujourd'hui, dans ces pays, la sécurité est prioritaire pour toute la nation. Parce qu'il s'agit ici des menaces, des tentatives de balkanisation qui tentent d'avancer. Et dont nous, en tant que Congolais, des pères et des mères, nous sommes censés défendre nos terres. Parce que les terres est liées au sang, les terres est liées à l'histoire, les terres est liées à nos us et coutumes, nos terres est liée à nous par rapport à notre culture culinaire, nos terres sont liées à nous par rapport à notre manière de nous soigner, à notre manière de nous habiller, à la conception même de notre vie sociale et économique. Donc, les terres que nous avons, nous devons les protéger et à n'importe quel prix. Nous devons tenir à ça. Merci. Donc, soyons vigilants, mobilisons-nous, peaufinons des stratégies pour récupérer les zones qui sont à ces jours sous occupation. Ce ne sont pas les Américains qui viendront les faire à notre place, c'est à nous-mêmes, Congolaises et Congolais, de nous battre pour défendre nos terres, les récupérer et pour les protéger et les sécuriser pour de bon. Merci Eri Massimo et Suleiman Onehese qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Suleiman. Bonjour. Vous nous trouvez en train de discuter sur la conférence des gouverneurs qui est en cours maintenant à Kolwezi. Tous les gouverneurs sont là-bas avec le président de la République, la première ministre. Comment vous, personnellement, vous appréhendez cette 12e édition, cette 12e conférence des gouverneurs? Oui, merci monsieur Gustave. Comme vous venez de le dire, cette conférence, c'est de longtemps, bon, ce n'est pas la première fois, si vous prenez, on vous dit que c'est 12e. Comme c'est la Constitution qui donne l'autorisation de le faire, nous acceptons. Maintenant, les problèmes se posent sur la faisabilité de tout ce qu'ils vont dire. Prenons toutes les recommandations qui ont été dites pendant les 11 passés. Est-ce qu'il y avait-il une réalisation dans des provinces respectives? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a d'autres provinces qui ont déjà eu l'émergence, hormis déjà les provinces qu'on connaît, que non, ce sont des provinces qui existaient déjà bien dans de bonnes conditions? Moi, je trouve que cette réunion, c'est une bonne réunion, mais ça ne pouvait pas toujours se succéder sur le même espace de Grand Katanga. Pourquoi je dis cela? Parce que vous trouverez que certaines de nos autorités pensent que la République démocratique du Congo, les gouverneurs, c'est seulement de l'espace Katanga et de Kinshasa. Et vous trouverez beaucoup plus, M. Gustave, vous n'allez pas contredire cela, que la majorité de nos gouverneurs, nous les connaissons seulement sur base de pétitions des assemblées provinciaux. C'est à l'Assemblée que vous allez comprendre que non, le gouverneur a été élu dans une année, il y a déjà une motion que nous allons apprendre que telle province aussi, il y a aussi un gouverneur. Mais c'est ça aussi l'opportunité qui devait nous faire voir certaines provinces
qui semble être un peu, ne pas être à la hauteur de moyens normaux. Le fait d'aller tenir des réunions seulement sur le même espace successivement, moi je trouve aussi que les autorités pouvaient revoir. Nous avons plusieurs provinces. Prenez par exemple, vous partez tenir au niveau de Sud-Ubangi, ou Nord-Ubangi, un peu partout là-bas. Vous ne parlez pas du Sankour? Je suis en train de continuer. Allez-y. Moi, je suis nationaliste et vous connaissez bien que le sang nationaliste ne parle pas que de lui-même, il parle de la République. Et quand je suis là, je parle de la République. Je ne parle pas seulement de moi. Je ne parle même pas de moi quand je suis à l'émission quand même. Allez-y. Prenez Sud-Ubangi, Nord-Ubangi et d'autres provinces, même ici au niveau de Bandundu, Grand Bandundu. Il devait tenir là-bas. Pourquoi il privilège seulement aller tenir seulement sur l'espace Grand Katanga? Et par après, nous allons comprendre que à chaque fois où il y a conférence là-bas, il y a inauguration de tel ou tel. C'est normal, c'est notre pays. On ne refuse pas. Mais pourquoi il privilège seulement ces coins-là? Je n'ai pas refusé de le faire là-bas. Mais ça devient à 2 fois successif. L'année passée, 11e, 12e, toujours là-bas. Alors, je souhaiterais, pour ne pas beaucoup entrer dans les fonds, vu le temps que nous avons, je suggérerais que prochainement, qu'on regarde une des provinces, même au niveau de Guadeloupe, je ne sais pas, c'est Mongala, qui les a aidés. Mongala, c'est Lissala. C'est Lissala, hein? Nord-Ubangi. C'est Nord-Ubangi, même au niveau de Nord-Ubangi, qu'ils aient tenir là-bas, mais pas là-bas. Mais nous pouvons d'abord, d'autres gouverneurs doivent aussi voir, loin de moi, l'esprit de faire la campagne de quelqu'un. Ils peuvent aussi aller voir, même la province du chef de l'État. Mais le chef de l'État ne va plus toujours continuer. Ils ont déjà tenu une conférence là-bas. C'est la 9e ou la 10e. Ils ont déjà tenu une conférence chez les chefs de l'État. Mais l'espace... Tu parles bien. L'espace Grand Kasaï n'a pas seulement la province de chef de l'État qui n'a que Kasaï oriental. Nous avons le Kasaï central qui est là-bas. Nous avons le Lomami qui est là-bas. Ils ne peuvent pas même aller tenir au niveau de Lomami. Vous connaissez pourquoi ils sont de citer de telles provinces? C'est pour que même l'autorité qui gère, quand il arrive, qu'il se rende compte réellement la République démocratique du Congo n'est pas seulement la ville-province de Kinshasa et d'autres villes que je suis de voir. Qu'il aille vivre ce que les peuples congolais sont en train de vivre dans des provinces. C'est ça notre souci, d'envoyer les autorités dans d'autres provinces qui semblent, je ne dis pas que négligées, je suppose. Ouais. Pourquoi je dis cela? C'est parce que quand on cite, on va connaître les gouverneurs, on va connaître les présidents des assemblées provinciales, c'est seulement pendant la pétition. Il y a une pétition. Quand vous voulez suivre un peu de près, ah, c'est tel, ça existe aussi, ok, ça va, on passe. Nous voulons commencer à voir de telles rencontres. Nous voulons voir de telles rencontres dans des provinces estimées comme si ce n'est pas trop connu. Les provinces pauvres. Bon, c'est ce que vous voulez dire. Vous venez de dire pauvre, mais moi j'ai du mal à dire cela parce que ce sont mes provinces. D'accord. Alors les provinces, c'est moins outillées. Les provinces où il y a beaucoup d'argent, là, ce ne sont pas tes provinces. Non, non. Je suis là pour parler de la République. Je ne parle pas seulement pour commencer à aller là où je sais que non. Quand il y a une mission, X et Y, nous aurons des... Non, non. Je parle où les autorités iront voir réellement qu'ils gèrent ou ils ne gèrent pas. D'accord, merci. Ce n'est pas seulement dans les conforts que nous allons commencer à administrer. Merci, nous devons commencer à aller voir même au fin fond, voir comment nos frères sont en train de souffrir. Merci, Souleymane. C'est ça notre souci. Bien. Voilà, Marie-Claire, vous avez aussi suivi de près ce qui se passe à Kolwezi. Autrefois, dans la 11e conférence, les gouverneurs s'étaient fait des propositions pour d'abord revoir les modes de scrutin pour l'élection des gouverneurs et députés provinciaux, modifier les critères d'ascension au pouvoir des administrateurs des territoires et des animateurs des entités territoriales décentralisées, aussi assurer les paiements réguliers des salaires des responsables politiques et des frais de fonctionnement des exécutifs provinciaux, aussi achever les chantiers d'infrastructure du programme PEDEL 145 territoires. Voilà quelques propositions de la 11e conférence des gouverneurs.
Et aujourd'hui, à la 12e conférence, comment vous analysez ce grand forum? Un très grand forum est nécessaire, hein. C'est un cadre de dialogue, d'ailleurs il est constitutionnel comme mon frère l'a dit, et c'est un cadre de dialogue entre le président et les unités opérationnelles. Moi j'aime toujours parler des provinces comme étant des unités opérationnelles, parce que ici au niveau central c'est un cadre des stratégies, des définitions, des guides et d'harmonisation, mais la mise en œuvre se fait au niveau des provinces. C'est pourquoi quand on a un dialogue au niveau de provinces, comme cela, c'est une opportunité de revoir justement ces 4 promesses qui ont été faites à la 11e conférence. À la 11e conférence, qui vont revoir les méthodes de traitement de paiement de l'administration publique, qui vont voir la façon d'être élu. Ça, je pense que ça devra aller même dans la révision de la Constitution. Et puis qu'il faudra faire la mise à jour d'où est-ce qu'ils en sont par rapport à la mise en place du programme 145 territoires. On attend de voir, comme la conférence se tient, on les encourage qu'ils nous feront comment on dit, un bilan par rapport à ce qui a été discuté à la dernière conférence. Donc ça, c'est la première chose par rapport au bilan. La deuxième chose, je sais que étant le cadre, c'est aussi une opportunité de discuter l'harmonisation des politiques et surtout de prioriser ce qui s'est fait au niveau du pays. Et là, j'ai rejoint tout de suite mes 2 collègues qui avaient parlé plus haut. Le pays, ici, j'espère que les gouverneurs qui vont aller du Sud Kivu et du Nord Kivu, de l'Uturi et même des autres provinces, un peu dans notre partie orientale du pays, ils auront à parler de la réalité de leur vie, de la vie de nos compatriotes qui sont à l'Est, qui jusqu'à aujourd'hui subissent des exactions inhumaines. Et alors, il faudra que ça soit une grande priorité. On parle de la santé comme facteur de cohésion sociale, mais nous avons des millions de millions qui vivent une situation humanitaire. Et ici, c'est surtout la santé qui est impactée. Des enfants mal nourris, des femmes enceintes qui n'ont pas de façon d'accoucher, ainsi de suite. Et d'autres qui sont violées à cause de la guerre. À cause de la guerre. Donc ça, moi, j'aimerais vraiment voir que cette conférence, même si ce n'est pas le thème, mais on attend de voir que ce sera quelque chose qui va être discuté en longueur et qu'on prenne des décisions sérieuses. Surtout à la réponse humanitaire, parce que ici, moi, ça m'interpelle personnellement étant experte humanitaire. Je voudrais vraiment que le pays soit souveraine par rapport à la gestion de la situation humanitaire. L'humanitaire ne peut pas être laissé entièrement aux partenaires qui connaissent la situation, qui définissent et qui la dirigent. Il faut que le pays s'organise aussi, ici je dis humanitaire, pas seulement dans le sens de donner de la solidarité, donner un peu de moyens, mais connaître la situation en termes de personnes, en termes de temps, en termes de lieux, et utiliser cela justement pour la communication, pour la mobilisation de l'opinion publique et l'opinion internationale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la résolution 273 2773 est restée lettre morte. Elle est restée lettre morte. Et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. J'aimerais bien que ce soit vraiment un sujet de discussion parmi les gouverneurs, parce que ça ne concerne pas que la partie, ça nous concerne en tant que pays. Et les autres gouverneurs donnent aussi leur façon de faire, comment faire en sorte que cette résolution soit appliquée avec l'implication des Congolais, du leadership congolais. Il ne faut pas maintenant oublier que parce qu'il y a un deal, c'est les Américains qui viendront résoudre ce problème. Non, ça c'est un problème il faut vraiment faire attention. Parce que ces problèmes, je vous dis, même au moment où ils sortiront, avoir la détermination, avoir la façon dont Kagame, je vais le citer, acharné sur notre pays pour pouvoir balkaniser la partie et approprier les terres
génociderait, si ça existe, les autochtones des notaires pour pouvoir remplacer, substituer. Ça, c'est une histoire qui ne va pas s'arrêter avec l'arrivée des Américains. Hein. Donc il faudra que le Congolais et surtout les exécutants, les gouverneurs qui se réunissent maintenant là-bas puissent pouvoir discuter de ces cas. Et le troisième que je pouvais dire assez rapidement, c'est que oui, je viens de l'en parler, on parle de ces deals, fameux deals aux États-Unis. J'aimerais vraiment qu'en ce moment, les gouverneurs qui vont pouvoir mettre en œuvre le cadre de développement économique de notre pays puissent s'approprier de cela. J'espère que là-dedans, les experts qui se chargent de ça vont devoir que les éclaircissements soient donnés, un peu comment est-ce qu'ils comptent que nos gouverneurs mettront ça en œuvre et comment nos gouverneurs anticipent déjà la mise en œuvre de tous ces financements qui vont venir ici. Et ici, j'interpelle au ministre, les financements qui viennent dans le pays ne sont pas par exécution des ministres. C'est pourquoi on a tous ces problèmes de gestion financière avec Moutamba qui s'embrouille. Normalement, il faudra vraiment qu'on discute comment améliorer le recrutement des gouverneurs. Moi, je suis d'accord qu'ils discutent dans leur forum et que ce ne soit pas par vote comme ça s'est fait maintenant, les achats, et qu'on ait des gouverneurs, technocrates, politiciens compétents à des postes nommés qui vont devoir être dotés des possibilités de mise en œuvre. C'est seulement comme ça qu'on pourra avoir des retombées sur des populations. Si on doit toujours décharger les budgets au niveau central, on se retrouve avec tous ces détournements qui ne sont pas acceptables. Et qui ne sont pas profitables au pays. Mbemba Gauthier, comment vous comprenez cette conférence des gouverneurs? Quelle attente vous formulez pour cette énième rencontre? Oui, exactement, tout a été dit, mais malheureusement, je vais être plus précise, premièrement, parce que la conférence ici, d'abord, actuellement, c'est une évaluation au moins auquel le gouvernement central et en collaboration avec les provinces doivent d'abord évaluer sur ce qui a été pris la fois passée. Et là, je vais beaucoup plus parler sur la rétrocession d'où les collègues n'ont pas touché. Et là, je voulais d'abord vous annoncer dans plusieurs provinces où il n'y a pas de ressources propres qui au moins pourra permettre la province, au moins au moment où le gouvernement central n'a pas pu encore renvoyer la rétrocession, à ce qu'il puisse payer les agents, ça pose un grand problème. Et là, vous allez vous rendre compte, plusieurs provinces, il y a déjà 8 mois de paiement. À ce moment-là, vous allez vous rendre compte, la rétrocession n'arrive pas. Dans on ne rétrocède pas. On ne retient pas. Non. Alors, comme c'est constitutionnel. Nous sommes dans quel pays où le gouvernement central doit seulement recevoir ce qui lui reviennent du gouvernement provincial, alors que lui, à son tour, devrait maintenant renvoyer la rétrocession et les frais de fonctionnement dans des provinces. Et là, je voulais au moins vous rappeler aussi, j'ai souvent entendu la situation ici, comment peut-on dire, la caisse de péréquation. Vous savez, aujourd'hui, si nous arrivons sur le plan spirituel, Dieu ne peut pas bénir toutes les provinces comme il a béni Lualaba et Nord Kivu, non. Et donc là, moi je pense que le président de la République, qui au moins martèle beaucoup plus sur, comment peut-on dire, l'état des droits, et moi je pense que la rétrocession doit être vraiment, sur ces points-là, il doit revoir les points de la rétrocession. Si par exemple on envoie à Lualaba 800 000 $, par exemple, on peut envoyer aussi au Congo central 800 000 $, Kwango 800 000 $. Pourquoi? En ce moment-là, vous allez vous rendre compte, Lualaba, lorsque vous allez renvoyer 800 000 $, ça va lui permettre de s'investir parce que lui aussi, il a beaucoup de ressources. Mais dans des provinces plus pauvres, il y a d'autres provinces qui n'est même pas pauvres. Là, vous parlez de Congo. Oui, je voulais vous parler de Congo. Votre Congo. Le Congo n'est pas pauvre. Pourquoi? Le Congo est l'une des provinces auxquelles les Belges devraient au moins atterrir, mais malheureusement, ils étaient chassés alors que le Congo a beaucoup de minerais. Par preuve, vous aviez constaté ce qui s'est passé avec le parc
agro-industriel de Bukangalonzo, où M. Matata a pillé, a fait de n'importe quoi. Aujourd'hui, je voulais vous rappeler que ma province n'a bénéficié aucun sac de semoule. Non. De semoule. Et donc, par là, maintenant, je voulais... Produit à Bukangalonzo. Produit à Bukangalonzo. Alors, je voulais au moins revenir aussi, la province aussi à son tour. Il y a certaines provinces aussi, au moins, ils ont des ressources propres des provinces. Mais ils n'arrivent même pas à produire, ils n'arrivent même pas à réaliser, il y a seulement des détournements. Je prends par exemple le cas de la province de Kinshasa. Nous sommes en 2019 où... je me souviens encore, Laurent Batoumon-Akan était candidat député, plutôt candidat gouverneur de la ville-province de Kinshasa au moment de Ngobila, Gentini Ngobila. Alors, lorsqu'il s'est présenté étant candidat, nous avions vu les Japonais sont descendus ici à Kinshasa parce que il savait que c'était, il y a eu un beau candidat qui devrait se positionner pour résoudre les problèmes de Kinshasa. Entre autres, j'avais lu dans son plan d'action, il avait parlé ce qui va arriver 2023, 2025, c'était le problème des embouteillages. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est que nous sommes en train de vivre les problèmes de l'insalubrité et aussi il avait parlé les problèmes du tourisme et transport. Et là maintenant, je voulais dire, lorsque maintenant on va évaluer, moi je pense que le président de la République aussi, ce genre de choses doivent maintenant lui pousser, étant, madame a bel et bien rappelé aussi les professeurs, les problèmes qui se passent en Nord Kivu. Vous voyez, excusez-moi de rappeler encore, nous sommes en train d'attendre le gouvernement d'Union nationale parce que le gouvernement actuel aussi est l'une aussi de causes qui bloquent certaines comment peut-on dire, certaines mesures préventives qui pourront au moins aider nos voisins sur le front. Tu as des preuves que c'est un blocage, le gouvernement actuel? Oui, le gouvernement n'aide pas le chef de l'État. J'ai des preuves. Oui, j'ai des preuves. Le gouvernement n'aide pas le chef de l'État. Et donc, le gouvernement ici bloque aussi certaines mesures préventives qui pourront au moins résoudre les problèmes de l'Est du pays. Et là, maintenant, je voulais vous rappeler que moi, je pense que avant de recourir au gouvernement d'Union nationale, moi, je pense que après cette évaluation, le président de la République peut au moins revenir sur le gouvernement des crises qui pourra au moins résoudre certains problèmes qui se passent. Vous voyez, mes frères de Goma, moi j'aime mes frères de Goma, j'aime le Louba parce que ma vie beaucoup plus... Vous aimez tout le monde? Oui, vous êtes aussi oui, j'aime tout le patriote. monde. Je suis patriote, mais si je voulais parler, j'aime beaucoup de Swahili et je vois ce qui se passe là-bas. Et donc mes frères continuent à souffrir. Alors beaucoup de gens qui m'aident dans ma vie, ils sont là. Ils sont là. Alors, en ce moment ici, moi je pense que dans cette évaluation, le président de la République peut parler du gouvernement des crises où on peut nommer même les gouverneurs parce qu'il y a beaucoup de gouverneurs qui ne peuvent rien et qui ne peuvent pas résoudre les problèmes des provinces auxquelles ils ont appelé. D'accord. Donc, là, vous voulez dire que les gouvernements, donc, sur des crises là, ce sont des gouvernements provinciaux ou les gouvernements non, j'ai dit avant le gouvernement d'Union nationale. Il faut d'abord un autre gouvernement en attendant. Parce qu'il y a beaucoup de malaise. Et moi, je pense que tant qu'il y a beaucoup de malaise, les gens continuent à mourir en ce moment ici. Et c'est pourquoi moi, je propose au moins, le président de la République va au moins réfléchir. Pourquoi pas à faire un gouvernement de crise qui pourra au moins résoudre les problèmes actuels, afin de pouvoir maintenant intégrer les technocrates dans au gouvernement et puis dans des provinces. En ce moment-là, on pourra nommer même le gouverneur des provinces. Et c'est ce que moi je voulais proposer. Et aussi, j'ai rejoint mon frère que j'aime beaucoup, Suleiman. Il a dit quelque chose d'important auquel il allait soulever. Pourquoi pas la conférence puisse passer dans d'autres provinces. Je prends le problème de Covid. Lorsqu'on avait le problème de Covid, si par exemple la province du Kwango était une province bien développée, le gouvernement de Kinshasa devrait délocaliser pour aller travailler là-bas dans la province du Kwango, parce que si vous arrivez au Kwango, c'est 2 heures ou 3 heures du temps. Mais malheureusement, la province du Kwango n'est pas du tout développée, et à ce moment-là, ça il y aura des émissions. Au gouvernement central à ce qu'il puisse maintenant travailler. Nous allons faire ceci en province. Parce que nous sommes là pour le développement de la République. Nous inviterons sur ce plateau chaque province. C'est-à-dire,
nous sommes là. Ce n'est pas que j'invite le gouverneur, hein, mais s'il est là, il veut assister ou participer, tant mieux. Mais nous disons par exemple, aujourd'hui nous parlons de Lualaba, par exemple, et on parle Lualaba, on parle les jours suivants on parle Congo, les jours suivants on parle Sankuru, on parle Nord Kivu, ainsi de suite, pour connaître ce qu'il y a, comment ça fonctionne, comment les gouverneurs travaillent, ainsi de suite. Nous passons à notre deuxième sujet, rencontre Fayulu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour quelle finalité? En tout cas, c'est une information qui a fait du bien à beaucoup et qui a fait du mal aussi à beaucoup. Et moi, je ne sais pas de partager, c'est peut-être vous qui êtes là, qui allez nous dire si on peut s'attendre à quelque chose de grand, de bien, par rapport à cette rencontre qui est venue, qui a surpris aussi tout le monde. Je commence avec vous, professeur Dadi Saleh. Est-ce que la rencontre Fayulu et le président de la République peut apporter quelque chose dans ce que nous avons, d'abord la guerre, et puis la balkanisation, et puis voilà, la paix, la cohésion? Mieux vaut tard que jamais, comme on le dit, ça c'est sûr et certain. Je l'ai dit, on l'a répété depuis très longtemps. Le problème c'est qu'apparemment, est-ce que les gens écoutent, n'écoutent pas? Il y a des choses qui deviennent un peu comme un peu une sorte de farce, et pourtant ce sont des choses... Je rappelle que dans plusieurs émissions, vous étiez pour que les chefs de l'État les réquisitionnent. Oui, donc Fayulu vient, Katumbi vient, Kabila vient obligatoirement. Mais maintenant, c'est Fayulu qui a tendu la main et puis on l'a reçu. Je répète, en tant que panafricaniste, quand la maison brûle, la priorité c'est d'éteindre le feu. La priorité n'est pas de manger, la priorité n'est pas de faire des évaluations. Quand la maison est en train de brûler, on éteint d'abord le feu. Et si quelqu'un ne reconnaît pas que la République démocratique est en train de brûler, ben, je pense qu'il est un peu aveugle, mais on est libre d'être un peu aveugle. La maison est en train de brûler. C'est-à-dire, il est tout le monde qui peut se rallier. Il n'y a qu'un seul chef d'État, ça va, devait déjà, et sans condition comme M. Fayulu vient de le faire. Mais quant au chef de l'État, on lui a demandé depuis très longtemps, et je pense que là, il a reçu immédiatement. Donc je suis personnellement content. Ça va, les chefs de l'État devraient même les réquisitionner. Je répète mon engagement. Réquisitionner, c'est-à-dire toutes les intelligences de la République démocratique du Congo pour qu'on éteigne le feu. Celui qui ne veut pas, il est en problème. La réquisition, ça signifie effectivement... Parce que les gens me parlent de démocratie, je me pose des questions, est-ce qu'on comprend, on est dans quoi là? Vous avez compris qu'en période de guerre, ce sont des obligations. Chacun doit faire l'armée, chacun doit faire ABCD. Ce sont des droits. Et que nous avons un chef des armées qui ordonne en grande partie, mais en connaissance des causes. Et qu'effectivement, je sais que le chef de l'État est très conseillé et que beaucoup de gens le conseillent. Vous savez, la démocratie, la loi. Il n'y a aucune loi, je dis bien, que les gens m'écoutent attentivement. Il n'y a aucune loi qui existe, qui existera, qui pourra justifier la mort de plus de 10 000 Congolais qui sont en train de mourir et des Congolais qui sont morts hier, encore une fois, des femmes violées comme Madame Marie. J'ai dit, il n'y a aucune loi. S'il faut que le chef de l'État puisse affreindre toutes les lois existantes et pour que nous puissions avoir la paix, je pèse mes mots. Et qu'effectivement, il doit être un père de famille. Donc pour l'instant, la maison ayant les Français compliqués, la maison est en train de brûler, voilà, est en train de brûler. Donc j'estime effectivement que cet exercice-là, les chefs de l'État devaient le faire au quotidien et immédiatement, assorti des décisions. Monsieur Fayulu a proposé des camps de, je ne sais pas, camps de la patrie. Oui, nous disons déjà, on devait déjà être tous des Ouazalendo. Vous comprenez bien que ça rejoint indirectement. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on s'embrouille avec des terminologies? Nous sommes les Ouazalendo, nous sommes sur le terrain, nous nous battons. Moi-même, je me suis rapproché avec les équipes de Fayulu. Devenons des Ouazalendo. Bon, tout le monde tergiverse. Et en fin de compte, après, on essaie de sauter sur des petits trucs. Donc, au fond, il y a un peu trop de farce. Ouais. Vous voyez un peu? On sent un peu trop de farce et non de sérieux. Ici, le plus grand sérieux du peuple congolais, c'est sur les terrains. Je vous assure, on peut faire 1 million de réunions.
Ça va? On peut se rencontrer, mais tant qu'on ne se rencontre pas pour renforcer nos FARDC et les Ouazalendou et le terrain, ça ne sert à rien. Au fond, on peut se rapprocher pour partager le gâteau. Je suis bien d'accord, les gens en ont l'habitude. Hein? Celui-là va être Premier ministre, celui-là va être ministre. Mais pourquoi faire? Je vous ai dit ici, le chef de l'État n'a besoin de personne pour prendre des grandes décisions. Je précise, il n'a besoin de personne pour prendre des grandes décisions. Ça va? Et il devait changer la nation. Mais il a le devoir d'appeler tout le monde. Tu viens, ok. Tu ne viens pas, ok. Ici, si on pouvait avoir, comme je vous l'avais dit très rapidement, le budget rectifié de guerre. Ça va? Ou effectivement, on devait diminuer les salaires de tous ces gens, les trains de vie. Pas en blaguant. Ça va? C'est-à-dire, effectivement, même tout ce qu'on a comme Jeep ici, ça devait être au front. Mais je vois qu'un peu tout ce qu'on a ici n'est pas à Kindu. Je vous le précise. Les Ouazalendou marchent à pied pour faire des milliers de kilomètres pour aller se battre. Et que nos jeeps, des gens en luxe, on devait vendre tous ces véhicules de luxe, ça va pour faire la... Je précise, mais s'il vous plaît, nos propositions sont banales, faciles. Et effectivement, les gens ont des solutions trop élaborées, je dis bien, excusez-moi, inutiles. On vend tous les jeeps des ministres, tout ce que vous voyez circuler ici. On a l'argent pour envoyer effectivement à toutes les unités sur terrain, etc. Mais c'est pas l'argent jusque-là qui manque. Revenez à la question de Fayoulou. Donc j'encourage 100%. Le camp de la patrie, c'est bon. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai dit les camps des Ouazalendou. Il n'y a pas de camps. On devient tous les Ouazalendou. Non, mais parce que je vais préciser. Si vous suivez l'idée, c'est le camp de la patrie. Il n'y a pas de camp. Il y a un autre camp, Kabila, c'est ça la question. Et les autres rebelles. C'est là où je ne suis pas très d'accord. Il n'y a que la République démocratique du Congo, il n'y a que des Ouazalendou. Il n'y a pas de camp. Celui qui n'est pas Mouzalendou est traître. Et Moussaliti, comme on le dit. Pourquoi vous voulez faire de moitié-moitié? Vous voulez qu'il y ait des camps des gens qui sont avec le président et des gens qui sont avec l'autre. Non, l'autre là n'existe pas. Il n'y a pas de Congo de l'autre côté. Ça va? Des gens qui... Il n'y a que la République démocratique du Congo à Goma et à Bukavu, mais dirigée par des Rwandais. Au fond, quand on ne sait pas prendre des grandes décisions, ça va dans la vie, comme le font effectivement. Comme laquelle, par exemple? La grande décision, c'est qu'il n'y a qu'un seul camp des Congolais, des Bazalendou, un point et trait. Il n'y a pas deux camps. Les autres qui se trouvent avec les Rwandais, ça va, sont des Rwandais. Un point et trait. Les Congolais qui fonctionnent avec les Rwandais sont des traîtres. Pourquoi vous voulez faire de 2 poids 2 mesures ou bien tergiverser? C'est pas parce qu'ils sont un peu plus forts sur le terrain quelquefois. Non, ils ne sont pas forts. C'est parce que nous ne semblons pas être très très déterminés à fond et ne pas faire de confusion. Pas de camps. Il n'y a que des Ouazalendou. C'est lui qui est avec l'ennemi et l'ennemi. Un point et on se bat. Il n'y a pas de négociation comme on est en train de vouloir tromper un peu tout. Pas de Vous avez bien compris qu'il se fout totalement des négociations. On se bat ici. Il s'agit d'une question existentielle pour la République démocratique du Congo. Ça va? Ou si ça dépendait de moi, comme je vous ai dit, tout le monde devient Mouzalendou, Martin Fayoulou, Excellence, etc. Tout celui qui aime le pays. Ne vous battez pas pour le président de la République. Battez-vous pour le pays. Rejoignez le président de la République parce qu'on doit se battre en ordre. On se rejoint. On se joint au président de la République, mais le président de la République doit avoir un esprit ouvert. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il est entouré par beaucoup de traîtres. Ça, c'est le vrai problème. Le président de la République doit prendre des décisions courageuses. Il ne doit pas avoir peur de sa vie. Il doit enlever toutes les personnes de 1+4. Je l'ai dit combien de fois? Toutes les personnes à côté de lui de 1+4. Ok, allez à côté, soyez des conseillers dans l'ombre si vous voulez, mais qu'on mette des gens un peu qui ne sont pas sales. Jusque-là, il y a des gens trop sales, ça va, qui peut être trahis à n'importe quel... Trop sales, ils ont tué. Faire attention aux adjectifs. Je suis clair. Mes adjectifs sont clairs. Des gens qui ont tué au Nord Kivu, et des preuves sont là, qui sont à côté du chef de l'État. Vous voulez que je les cite? On ne blague pas ici. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'on est des enfants en train de tournoyer? Alors comment est-ce qu'il peut continuer à être entouré de ces gens-là et penser effectivement qu'on va arriver à déclarer des génocides? Parce que ces gens-là sont eux-mêmes aussi des coupables. Et ils savent très bien, quelqu'un dit là, ils bloquent la machine. Ils bloquent la machine effectivement parce qu'ils savent qu'avec un État sérieux, ça va, ils doivent être en prison. Ils ne doivent pas être à côté du chef de l'État. D'accord, professeur. Alors, Bemba, toi, tu penses quoi à cette rencontre Fayoulou-Félix-Antoine Tshisekedi? Oui, moi je salue d'abord l'initiative parce que je pense que nous avions besoin de cohésion nationale. Nous avions entendu il y a
ça fait plusieurs mois auxquels Fayoulou avait parlé de cohésion nationale et nous devrions, le Congolais devrait se réunir parce que le problème des Congolais doit être géré ici au Congo, pas ailleurs. Mais malheureusement, de notre part, à l'Union Sacrée, ça a été au moins négligé. Mais cette fois-ci, quand même, je salue les efforts du président de la République et sa bravoure qu'il a montré envers Martin Fayoulou. Et là, maintenant, le camp de la patrie, moi, je pense que quand on regarde le camp de la patrie, d'abord, c'est un parti politique qui est géré par M. Artir, si je reviens bien sur cette histoire ici. Oui, Zaïdi Ngoma. Et donc, parlons un peu des patries. Donc, voilà. Et parlons un peu de la patrie, c'est-à-dire, quand on parle de la patrie, c'est-à-dire, ce sont des patriotes qui se réunissent autour d'une cause de leur pays. Et là, maintenant, on voit tout le monde là. Moi, je me souviens encore, j'aime un monsieur, parce qu'il est l'unique homme d'État congolais que j'ai vu déjà démissionner avant d'aller aux élections lorsqu'il était le DG de la DGDP, Laurent Batumona. Laurent Batumona, en 2021-2022, mais toi, tu parles que des bâtiments. Oui, c'était ma matière que j'ai préparée par rapport au sujet que vous aviez donné. Et je prends l'exemple, c'est de celui qui est modèle, un homme modèle. Donc, et là maintenant je voulais parler de sa patrie. Lui, c'est lui qui au moins a commencé plutôt la patrie depuis 2021. Le camp de la patrie, c'était Laurent Batumona. Le même terme où il allait voir le président de la République pour sensibiliser à ce qu'il avait prévenu quelque chose. Il avait dit quoi? Il dit, si on ne fait pas attention, nous risquerons d'être attaqués par le Rwanda. Alors, nous ne pouvons pas être distraits à ce moment ici. Nous devons nous réunir, nous, les hommes d'État congolais étant les patriotes, à sensibiliser aussi les jeunes patriotes à rejoindre l'armée congolaise pour résoudre les problèmes. Là, c'est pas tout le monde. Maintenant, Fayoulou propose aussi les camps de la patrie. Oui, exactement. Donc, on peut comprendre que Batumona va déjà se placer du côté de Fayoulou. Pas du côté de Fayoulou, Batumona, c'est un allié incontestable des chefs de l'État. Il était directeur de campagne adjoint en 2018, donc c'est un allié incontestable depuis 2014, il est avec les chefs de l'État. Et c'est un homme qui au moins avait refusé même d'être nommé ministre par Bruno Tshibala. Rien que pour montrer sa loyauté envers les chefs de l'État, il ne peut pas s'allier avec Fayoulou. Rencontre Fayoulou Tshisekedi, quelle finalité? Que peut-on attendre face à la guerre, face à la paix, face à la cohésion? D'abord, il faut accepter l'initiative, c'est bon, parce qu'au Congo, nous n'avons pas l'habitude. Lorsque quelqu'un propose, ou bien un Congolais vient avec un projet, tous les Congolais, non, donc il faut d'abord accepter. Donc je voulais prendre l'exemple de Congolais. Quand un Congolais propose même un projet, il vient avec ça. Les Congolais vont contester ça, la première des choses. À la place de prendre d'abord ça, analyser, qu'est-ce qu'il faut faire tous, nous devons réunir autour de ça. Pourquoi? Aujourd'hui, regardez par exemple M. Joseph Kabila qui a fait la passation du pouvoir avec le président de la République actuelle. Aujourd'hui, lui qui a montré un exemple démocratique, lui-même démocrate, qui va au moins se rallier derrière les rebelles, au moins, qui va manger avec les rebelle. Il revient automatique rebelle. Et donc, en ce moment ici... Pourtant, vous l'aimez beaucoup. Non, je ne l'aimais pas beaucoup parce qu'il a bien travaillé, parce qu'il est un ancien président de la République, d'où dans des pays africains on n'en a pas. Et voilà pourquoi j'aime avoir un ancien président de la République, parce que s'il y a un problème, on peut recourir aussi derrière lui, mais malheureusement, lui, il est devenu rebelle. Il est devenu rebelle, il a choisi son camp. Et donc, je voulais vous rappeler, nous devons éviter la division. Je reviens à l'époque lorsque Moïse Katumbi, lorsque Moïse Katumbi a rejoint les camps de l'Union Sacrée, en ce moment-là, ce n'était pas la division. Mais aujourd'hui, Fayoulou, au moins, qui devrait être frustré aussi par rapport à tous ces mondes-là, rejoint le président de la République, qui au moins aussi son frère. Moi, je connais l'histoire depuis 2014. Parce que Fayoulou est l'une des enfants de l'école de Papa Etienne. Et donc aujourd'hui, nous devons saluer les bravoures. Nous avons besoin de l'unité pour le décollage de notre pays. Donc, vous voyez ce que je peux dire. L'initiative est bonne pour moi.
Alors, Marie-Claire, on avait parlé de cette affaire à l'émission de jeudi passé, je pense, où on a évoqué, d'abord c'était le message de Fayoulou, et puis l'anticipation ou la vitesse avec laquelle la réponse de la présidence était donnée, et puis 3 jours après, il a été reçu. On peut comprendre qu'il y a un souci de pouvoir restaurer la paix. Bien sûr, vous vous rappelez que... Vous saluez d'ailleurs. Oui, on en a parlé ici il y a une semaine, hein, c'était la semaine dernière. Et vous vous rappellerez aussi que dès l'entrée ou bien l'agression officielle, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'agressions, comme nous savons, depuis 1996, que le Rwanda, du régime de Paul Kagame, agresse le Congo, et d'une façon dissimulée, avec beaucoup de mensonges, mais le 27 janvier 2025, cette année, il était obligé de nous agresser frontalement, et dès ces jours, vous savez que nous sommes tous tombés de nuit, tout le monde entier, le Congo, et le président était resté silencieux pendant quelques semaines, je pense. Le monde s'est demandé qu'est-ce que ça va pas, le Congolais lui-même. Quand il est sorti, il a fait les discours, si j'ai bonne mémoire, c'est vrai, le 8 février, bon, en début du mois de février, pour pouvoir demander, un peu comme mon frère l'a dit ici quand la maison brûle, tendre le bras à tous les Congolais pour qu'on s'unisse devant cette situation pour résoudre. Et déjà d'emblée, à ce moment, Fayoulou avait quelques semaines plus tard réagi positivement. Il avait même fait un message en Nanga, je me rappelle, pour dire arrête de trahir ton pays, venons ensemble. Et après, quelques mois plus tard, Fayoulou était retombé pour aller signer un pacte. Avec ces tâtonnements-là, et finalement, Fayoulou s'est relevé en disant la situation dans le pays est grave. Pourtant, la situation est grave depuis longtemps, mais qu'à cela ne tienne, c'était un bon mouvement et nous saluons cela. Nous avions ici dit que ce serait bien que les autres opposants suivent la même démarche. Maintenant, il a vu le président et le président, bien sûr, ne devait qu'être très content de le recevoir. C'est ce que nous avons vu par cette... D'ailleurs, dans l'instant même, hein, les deux messages sont sortis presque simultanément. Son offre et la réaction de Tina Salama, nous, on les a vus presque au même moment. Tina Salama qui disait le président sera disponible. Et donc, 3 jours plus tard, il était reçu. C'est une très, très bonne démarche. Maintenant, moi, je peux dire, de cette rencontre-là, moi, j'aurais aimé vraiment que les Congolais en général, le focus reste le retrait de l'armée rwandaise de notre sol. Ça, c'est le focus. Formons des camps, faisons de ceci, tout ça c'est bon. Mais pourquoi les Congolais ne parlent plus de la résolution 2773 qui nous a été remise par les Nations Unies à la veille de ces exactions, de cette agression frontale du Rwanda sur notre terre? Pourquoi ne sommes pas nous en train de demander qu'il y ait plus de sanctions, beaucoup plus encore, je ne sais pas de quoi que ce soit, pour que l'armée rwandaise, que ce soit même une condition sine qua non, avant tout dialogue, avant tout ce qui se fait, on dit on ne peut pas dialoguer avec un ennemi qui est dans notre maison, qu'il quitte d'abord parce qu'il y a déjà cette résolution qui est contraignante, qui lui demande de quitter. Et c'est ça que nos leaders de l'opposition, du gouvernement, du conseil de ministres, et même aujourd'hui la conférence de gouverneurs, et de la société civile et de l'Assemblée nationale, on ne doit pas oublier, parce qu'on a fait le bruit en février, mais le Rwanda est toujours sur notre terre. Ils sont toujours là et ils font toujours les avancées. Et pourquoi nous sommes tués? C'est pas passé. Donc, pour moi, je pense qu'il faut dire, quand on est parti, c'est comme pour dire qu'il y a 2 camps. Je rejoins un peu l'idée. Il n'y a pas 2 camps. Aujourd'hui, dans la conférence des gouverneurs, on a 26 gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Goma, Bukavu, ce sont nos terres congolaises. Et il n'y a pas un camp pour eux. Leur camp, c'est notre camp. C'est la patrie
congolaise. Et donc nous sommes tous dans ce même camp où nous sommes en train de nous battre et nous devons faire en sorte qu'il y ait cette résolution. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable président des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 200 de notre Constitution, ainsi que des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, relative à l'organisation et au fonctionnement de cette conférence. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma profonde gratitude à la population de cette magnifique province pour l'accueil particulièrement chaleureux qu'elle m'a réservé. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de... Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de... Au cœur celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie, de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Depuis l'adoption du plan stratégique national de la couverture universelle en décembre 2021, des progrès significatifs. Nous avons dédié, intégré CSU dans notre cadre législatif avec ordonnance loi numéro 23/006 3 mars 2023 et la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 et mise en place le Conseil national de la couverture santé universelle que je préside avec l'appui de Madame la Première ministre, de mon directeur de cabinet et de plusieurs membres du gouvernement. Au niveau les comités provinciaux de couverture santé universelle passaient sous responsabilité
responsabilité, Madame et Messieurs les gouverneurs, incarne une gouvernance décentralisée ancrée dans les réalités locales. Depuis septembre 2023, la gratuité des soins maternels et néonatals, premier paquet de la CSU à Kinshasa, oui, dans plusieurs provinces, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge sans frais et 50 000 nouveaux malades et prématurés ont bénéficié de soins. Quelques 4 800 établissements de santé dans 257 zones de santé sont mobilisés. Ces efforts ont mis fin à la pratique humaine des séquestrations de femmes et de nouveau-nés pour non-paiement et ont réduit la mortalité maternelle et néonatale, comme l'attestent les études de l'Institut national de santé publique et de l'École de santé publique de Kinshasa. Dans cette dynamique, je vous annonce la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire conformément à l'ordonnance précitée. Un dialogue social inclusif conduit dans le cadre du Conseil national du travail a permis de définir des modalités de cotisation équitables, 2% à la charge des employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, renforcer la protection financière des ménages et mobiliser des ressources domestiques pour réduire notre dépendance à l'aide internationale. Une attention particulière sera portée à certaines catégories vulnérables, telles que les forces armées, la police, les agents de l'État ainsi que les populations indigentes. C'est un acte fort de justice sociale et de reconnaissance envers ceux qui protègent notre pays. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. Les échanges porteront sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé et leurs répercussions sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. La participation active des communautés est indispensable pour assurer la durabilité de nos initiatives. Cette session devra être l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités liées à la vaccination, la nutrition, la planification familiale et les innovations dans le financement de la santé. La médecine communautaire, expérimentée avec succès depuis les années 1970 dans nos provinces, doit être valorisée pour renforcer notre système sanitaire. Nous devons également investir dans la modernisation de nos hôpitaux, finaliser la réforme hospitalière et promouvoir des partenariats publics-privés en intégrant les ONG, la société civile et les communautés bénéficiaires.
Face aux défis sécuritaires, notamment à l'est de notre pays, la CSU devient aussi un acte de résistance sociale. Dans les zones affectées où les structures de santé sont détruites et les médicaments rares, la reconstruction par la dignité et la solidarité constitue une réponse à la guerre elle-même. Au-delà des frontières locales, la lutte contre les épidémies comme la rougeole, le choléra, le paludisme ou Ebola doit être une démarche communautaire et interprovinciale. La diplomatie sanitaire, en favorisant la coopération et l'échange d'informations, peut devenir un levier de paix entre nos provinces. Je tiens à saluer la tenue récente du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication des maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. Je félicite les gouverneurs pour leur engagement, renouvelé dans la déclaration de Kinshasa, notamment en matière de financement, de suivi et de redevabilité. À l'issue de cette session, les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité. Enfin, il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie.